Mon corps, mon choix, a dit ma femme au sujet de son projet de gestation pour autrui pour sa sœur. Je l'avais prévenue, mais elle ne m'a pas écouté. Maintenant, elle me supplie, mais ce n'est pas mon enfant, pas mon problème. Je suis un homme de 35 ans, responsable des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne dans la métropole de Lyon. Rien de très prestigieux, mais un salaire régulier et des avantages corrects. Je suis dans la même société depuis 8 ans maintenant. J'ai gravi les échelons depuis le sol de l'entrepôt, à charger des camions tôt le matin. Le travail n'est pas passionnant, il s'agit surtout de gérer les plannings d'expédition, les contrats avec les fournisseurs et de résoudre les problèmes quand les livraisons se passent mal. Mais cela paie les factures et me permet de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai commencé à 13 € de l'heure, et je gagne maintenant environ 70 000 € par an. Pas riche, mais à l'aise. Les journées à l'entrepôt m'ont beaucoup appris sur le travail acharné et la responsabilité. Si vous gâchez un chargement, les camions restent à l'arrêt, ce qui coûte à l'entreprise des milliers d'euros par heure. Vous apprenez très vite à tout revérifier, à communiquer clairement et à assumer vos erreurs. Ces leçons me sont restées alors que je montais en grade. Mon supérieur m'a promu parce que j'étais fiable. J'arrivais à l'heure, je ne cherchais pas d'excuses, je résolvais les problèmes au lieu d'en créer. J'ai épousé ma femme Mathilde, une femme de 30 ans, il y a 6 ans, après 2 ans de relation. Nous avons eu 3 enfants ensemble, une fille de 5 ans, Alice, et des garçons jumeaux, Jules et Gabriel, qui viennent d'avoir 3 ans. La vie était belle, ou du moins je le croyais. Nous vivions dans un pavillon de banlieue standard près de Lyon, avec un prêt immobilier que je pouvais réellement assumer. Nous conduisions des voitures raisonnables qui étaient payées et avions une routine qui fonctionnait. Rien de glamour, juste une vie de famille normale que j'appréciais sincèrement. Notre pavillon était une maison de 3 chambres construite dans les années 80. Elle avait besoin de travaux quand nous l'avons achetée il y a 5 ans. Une cuisine démodée, une moquette usée, une salle de bain vieillotte, mais c'était la nôtre, et je l'avais lentement rénovée moi-même les week-ends. J'ai arraché la moquette, posé du parquet stratifié, rénové la salle de bain avec de nouveaux carrelages et équipements, construit une terrasse dans le jardin où nous organisions des grillades en famille l'été. Mathilde travaillait à temps partiel comme assistante dentaire dans un cabinet à 10 minutes de chez nous, 3 jours par semaine, avec des horaires flexibles qui lui permettaient d'être à la maison quand les enfants sortaient de l'école maternelle ou de la garderie. Elle gagnait peut-être 25 000 € par an, ce qui aidait pour les courses et les charges, mais je couvrais le prêt immobilier, l'assurance automobile et la plupart des grosses factures. Nous nous partagions les tâches ménagères de manière assez équitable. Je m'occupais de l'entretien du jardin et des voitures. Elle gérait les courses et la planification des repas. Les week-ends, c'était l'entraînement de football d'Alice, les visites au parc avec les jumeaux, et essayer d'empêcher 3 petits humains de détruire la maison. Une existence de père de banlieue standard que j'aimais honnêtement. Les entraînements de football étaient ma partie préférée de la semaine. Regarder Alice courir sur le terrain avec ses coéquipières, l'encourager depuis la touche avec les autres parents, prendre une glace après. Des choses simples qui donnaient un sens à la vie. Les jumeaux étaient encore trop jeunes pour les sports organisés, mais ils se couraient après dans le parc pendant que je gardais un œil sur eux et l'autre sur le match d'Alice. Mon meilleur ami Mathieu me connaît depuis l'université. Il travaille dans l'informatique pour une compagnie d'assurance, n'a aucun filtre et dit les choses exactement comme il les voit. Il venait à la maison la plupart des vendredis pour le dîner, m'aidait à faire griller des saucisses et des viandes au barbecue, et nous traînions pendant que les enfants couraient dans le jardin. Mathieu était le genre d'ami qui se pointait avec des outils quand on mentionnait un projet, pas avec des excuses. Quand j'ai construit la terrasse, il a passé 3 week-ends à m'aider à mesurer, couper et visser les planches. Il n'a jamais rien demandé en retour, sauf peut-être une bière après. Mathieu avait vécu son propre désastre amoureux quelques années auparavant. Son ex-fiancée avait vidé leur compte commun et était parti avec un type rencontré en ligne. Il a appris à la dure comment se protéger légalement et financièrement. Cette expérience l'avait rendu assez cynique à l'égard des relations, mais lui avait aussi donné une perspective que j'allais apprendre à apprécier lors de ma propre crise. Le cauchemar a commencé au printemps dernier quand la sœur jumelle de Mathilde, Élodie, a lâché une bombe. Élodie et son mari Sébastien essayaient d'avoir des enfants depuis des années. Plusieurs cycles de fécondation in vitro, des dizaines de milliers d'euros en frais médicaux, rien ne fonctionnait. Leur médecin a suggéré l'arrangement de gestation pour autrui comme option suivante.
L'explication médicale était que l'utérus d'Élodie présentait des tissus cicatriciels dus à des procédures précédentes qui rendaient une grossesse impossible, mais ses ovules étaient toujours viables. C'est à ce moment-là que Mathilde a décidé qu'elle serait la mère porteuse. Elle ne m'a pas posé la question, n'en a pas discuté comme le font des partenaires. Décidé, au passé, déjà engagé avant même que je sache ce qui se passait. Je suis rentré du travail un jeudi soir de mars, épuisé après avoir géré une expédition qui avait été envoyée dans le mauvais département. Le client était furieux. Mon supérieur me mettait la pression, et j'avais passé 4 heures au téléphone pour coordonner une correction qui allait nous coûter une fortune en fret express. Mathilde était sur le canapé à faire défiler l'écran de son téléphone, les enfants avaient déjà mangé et regardé des dessins animés dans le salon. J'ai pris un reste de plat mijoté dans le frigo et je me suis assis à côté d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, levant à peine les yeux de son écran. Longue, j'ai dû réacheminer tout un chargement de meubles de bureau parce que quelqu'un a inversé 2 chiffres dans le code postal. Les clients menacent d'annuler leur compte. J'ai pris une bouchée de plat froid. Et toi? Elle a posé son téléphone avec cette expression étrange, mi-nerveuse, mi-défiante. Le même regard qu'elle avait eu quand elle m'avait dit qu'elle avait acheté un sac à main à 400 € sans m'en parler au préalable. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Le ton de sa voix m'a noué l'estomac. Cette combinaison particulière de mots ne mène jamais à rien de bon. La dernière fois qu'elle avait utilisé cette phrase, c'était pour m'informer qu'elle nous avait engagés à organiser un grand repas familial pour nos 2 familles sans demander ce qui se passait. Élodie et Sébastien m'ont demandé d'être leur mère porteuse. Elle l'a dit vite, comme on arrache un pansement. Et j'ai dit oui. J'ai arrêté de mâcher, j'ai posé ma fourchette. Tu as dit oui pour porter l'enfant d'un autre homme. L'embryon de Sébastien, l'ovule d'Élodie. Techniquement, c'est leur enfant. Je suis juste la porteuse. Et avant que tu ne paniques, j'ai déjà commencé les examens médicaux. J'ai eu mon premier rendez-vous la semaine dernière. Mon cerveau a eu besoin d'une seconde pour traiter ce que j'entendais. Déjà commencé? Quand comptais-tu exactement en discuter avec moi? Elle a croisé les bras sur la défensive. J'en discute maintenant. Non, tu m'en informes. C'est différent. J'ai posé mon assiette sur la table basse, n'ayant soudain plus faim. Mathilde, ce n'est pas comme se faire une nouvelle coupe de cheveux ou acheter de nouvelles chaussures. C'est un engagement de 9 mois qui affecte toute notre famille. C'est mon corps, Julien. Mon choix. Élodie est ma sœur jumelle. Elle est dévastée depuis des années de voir tout le monde avoir des enfants alors qu'elle ne le peut pas. Je peux l'aider. Je peux lui donner la seule chose qu'elle désire le plus au monde en ayant l'enfant de son mari. Tu entends à quel point ça a l'air insensé? Ses yeux ont brillé de colère. Ce n'est pas insensé. Ça s'appelle de la compassion. Quelque chose dont tu sembles manquer. Ça a fait mal. La compassion aurait été de m'impliquer dans cette décision avant de prendre des rendez-vous avec des cliniques de fertilité et de commencer des examens médicaux dans mon dos. Je savais que tu réagirais comme ça. C'est exactement pour ça que j'ai attendu. Tu deviens tellement contrôlant sur tout. Je ne peux prendre aucune décision sans que tu ne mettes ton veto ou que tu n'en fasses toute une histoire. Contrôlant? Je suis contrôlant parce que je veux être consulté sur le fait que ma femme porte l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est un niveau assez bas pour être qualifié de contrôlant, Mathilde. Elle s'est levée, les poings serrés. Tu es égoïste. Élodie, c'est la famille. C'est ma jumelle. Sais-tu ce que c'est de voir ta sœur jumelle s'effondrer chaque fois qu'un autre test de grossesse revient négatif? De la voir sangloter lors des fêtes de naissance? Elle a besoin de moi, Julien. Et je vais l'aider? Que ça te plaise ou non. Et je suis ton mari, le père de tes 3 vrais enfants. Ça ne compte pas? Bien sûr que si. Mais cela ne change rien entre nous. Je ne porte pas l'enfant de Sébastien dans un sens réel. Je les aide juste à créer leur famille. C'est complètement séparé de notre relation. Je me suis levé aussi, essayant de baisser la voix pour que les enfants ne nous entendent pas nous disputer dans la pièce voisine. Tu veux passer 9 mois enceinte de l'enfant d'un autre homme sous notre toit en utilisant notre assurance et tu penses que ça ne changera rien? As-tu perdu la tête? Arrête d'être dramatique. C'est 9 mois. Ensuite, je remets l'enfant à Élodie et Sébastien.
Simple. Des femmes font ça tout le temps. Il n'y a rien de simple là-dedans, Mathilde. Et le fait que tu ne puisses pas le voir. Le fait que tu aies pris cette décision sans même m'en parler d'abord me terrifie. Qu'est-ce que tu vas décider unilatéralement d'autre? Vas-tu quitter ton travail sans me le dire? Déménager à l'autre bout du pays? C'est quoi la suite? Elle a attrapé son téléphone sur le canapé, ayant clairement fini d'en discuter. Eh bien, ça va se faire, que ça te plaise ou non. Le transfert d'embryon est prévu pour le mois prochain, le 15 avril. J'ai déjà signé tous les papiers. Le mois prochain? Depuis combien de temps prépares-tu ça? Environ 6 semaines. Élodie et moi avons longuement parlé avec la clinique en février. Sébastien a dû faire sa part, évidemment, fournir l'échantillon, et ils m'ont préparé pour le transfert. Je prends des hormones pour synchroniser mon cycle avec le moment de l'embryon. Sébastien a dû faire sa part, ai-je répété, la voix plate et froide. Super. Donc, ma femme et le mari de sa sœur ont eu des conversations détaillées sur la création d'un enfant ensemble, sur les procédures médicales impliquant sa contribution, et je ne l'apprends que maintenant. C'est tout à fait normal et très bien. Tu transformes ça en quelque chose de déplacé alors que ça ne l'est pas. Nous parlons de procédures médicales, pas de ce que tu insinues. Tout est fait dans un laboratoire pour l'amour du ciel. Je me fiche des termes cliniques que tu utilises ou de l'endroit où cela se passe. Tu as fait un choix qui a un impact sur notre mariage, notre famille, nos finances, tout ça sans m'inclure. C'est une trahison, Mathilde. Purement et simplement. Elle s'est dirigée vers les escaliers, prévoyant clairement de mettre fin à la discussion en quittant la pièce. Je vais vérifier comment vont les enfants. Quand tu seras prêt à me soutenir au lieu d'être hostile, fais-le-moi savoir. Elle m'a laissé planter là, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre comment mon mariage venait d'imploser en l'espace de 10 minutes. Je pouvais l'entendre à l'étage aider les enfants à se préparer pour le lit, sa voix enjouée et normale, comme si nous ne venions pas d'avoir une dispute majeure, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté là à fixer le plafond pendant que Mathilde dormait paisiblement à côté de moi, apparemment indifférente à la bombe qu'elle venait de lâcher. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné et je suis allé dans le salon. Je me suis assis dans le noir pour essayer de digérer ce qui venait de se passer. Ma femme allait porter l'enfant de son beau-frère. Elle avait décidé cela sans moi. Signer des papiers, commencer des traitements médicaux, et elle ne voyait rien de mal à tout cela. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi j'étais contrarié. Le lendemain matin, j'ai appelé Mathieu depuis ma voiture avant d'aller au travail. J'ai besoin de te parler. Tu es libre pour le déjeuner? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air terrible. Mathilde va être la mère porteuse d'Élodie et Sébastien. Long silence à l'autre bout. Répète un peu. Tu m'as bien entendu. Elle a déjà commencé le processus médical. Elle me l'a dit hier soir comme si elle annonçait qu'on allait manger des pâtes pour le dîner. Mec, c'est... Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Elle a juste décidé ça toute seule complètement. Signer les contrats, fait les examens médicaux, programmer le transfert d'embryon, tout ça sans m'en dire un mot jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Nous nous sommes retrouvés dans une sandwicherie près de mon bureau, un endroit du coin où il connaissait ma commande habituelle. J'ai raconté toute l'histoire pendant que Mathieu écoutait, son expression devenant de plus en plus horrifiée à chaque détail que je partageais. Alors, laisse-moi m'assurer que je comprends bien, a-t-il dit quand j'ai eu fini, posant son sandwich. Ta femme va tomber enceinte de l'enfant de Sébastien, le porter pendant 9 mois dans ta maison, autour de tes enfants, et elle a pris cette décision sans te le demander d'abord. Pas demandé. Elle ne t'a littéralement pas inclus dans la conversation du tout. À peu près. Et quand j'ai protesté, elle a dit, quoi? Tant pis. Ça va se faire de toute façon. Elle a dit que c'était son corps et son choix. Que je suis égoïste de ne pas soutenir sa sœur. Que je suis contrôlant pour vouloir être consulté sur les grandes décisions de la vie. Mathieu s'est adossé à sa chaise, secouant la tête lentement. Mec, c'est plus que tordu. Je veux dire, l'arrangement de gestation pour autrui en soi est une chose. Les couples décident de le faire ensemble, le planifient, s'assurent que tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais ça. C'est elle qui te traite comme si tu n'existais pas. Comme si ton opinion n'avait aucune importance.
C'est exactement ce que j'ai ressenti, ai-je admis, comme si j'étais juste un meuble dans sa vie, quelque chose qu'elle contourne au lieu de faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'étais posé la même question toute la nuit. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas simplement accepter ça. Elle m'a pratiquement dit que mon opinion ne comptait pas dans notre propre mariage. Tu dois te protéger légalement, mec. Sérieusement, si elle est allée aussi loin, en prenant des décisions aussi importantes sans toi, qui sait de quoi d'autre elle est capable? Et si elle signait des documents financiers à ton nom? Et si tout cet arrangement entraînait des coûts que tu ignores? Ce conseil m'est resté en tête. Mathieu avait raison. Si Mathilde pouvait prendre une décision aussi énorme sans mon avis, quelles autres limites était-elle prête à franchir? Quels autres engagements avait-elle pris dont je n'étais pas au courant? Les semaines suivantes ont été tendues. Mathilde a commencé des injections quotidiennes d'hormones pour préparer son corps au transfert d'embryons. Elle laissait les seringues et les flacons de médicaments sur le comptoir de la salle de bain comme s'il s'agissait de vitamines. Totalement désinvolte sur toute la ligne. Je rentrais à la maison et je la trouvais en train de regarder des vidéos sur la maternité de substitution, de lire des forums où des femmes partageaient leurs expériences, de parler au téléphone avec Élodie des symptômes de grossesse et des dates d'accouchement. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises. Chaque conversation se terminait de la même manière, elle insistait sur le fait que cela allait se faire et que je n'étais pas d'un grand soutien et était contrôlant. Mathilde, s'il te plaît, arrête-toi une seconde et pense à ce que cela nous fait, à notre mariage. Ce que cela nous fait, c'est me montrer qui tu es vraiment. Ma sœur a besoin d'aide. Une aide réelle et significative que je peux lui apporter. Et tu ramènes ça à ton ego, à ton besoin de contrôler tout ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec l'ego ou le contrôle. Ça a tout à voir avec le fait que tu prends des décisions unilatérales sur notre mariage, avec le fait que tu me traites comme si je ne comptais pas. Je ne discute plus de ça. Le transfert a lieu la semaine prochaine. Soit tu es de la partie, soit tu ne le es pas, mais j'avance. Élodie compte sur moi. Je ne vais pas la laisser tomber parce que tu ne peux pas supporter 9 mois de grossesse. Ce n'est pas la grossesse que je ne peux pas supporter. C'est la trahison. Tu choisis ta sœur plutôt que ton mari. Elle a ri amèrement. Maintenant tu es ridicule. Je ne choisis personne plutôt que quelqu'un d'autre. J'aide ma famille. Si tu ne vois pas la différence, c'est ton problème, pas le mien. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé une avocate spécialisée dans les divorces. Maître Virginie Lambert m'avait été recommandée par un collègue qui avait vécu une séparation houleuse 2 ans auparavant. Son bureau se trouvait dans un immeuble professionnel du centre-ville de Lyon. Rien de chic, mais propre et organisé. Elle a écouté ma situation sans porter de jugement, prenant des notes sur un bloc-notes juridique pendant que j'expliquais la décision de recourir à un arrangement de gestation pour autrui, le refus de Mathilde de me consulter et la distance croissante entre nous. Votre femme travaille-t-elle? A demandé maître Virginie Lambert quand j'ai eu fini. Assistante dentaire à temps partiel. Elle rapporte peut-être 25 000 € par an. Je couvre environ 70% des dépenses de notre ménage. Le prêt immobilier, les charges, l'assurance automobile, toutes les grosses dépenses. Et elle dépense les fonds matrimoniaux pour cet arrangement de gestation pour autrui. Je suppose. Les procédures médicales ne doivent pas être données. Les traitements de fertilité, les médicaments, les visites chez le médecin, tout cela coûte de l'argent. Je ne connais pas les chiffres exacts parce qu'elle ne me l'a pas dit, mais j'imagine que ça se chiffre en milliers d'euros. Maître Virginie Lambert a pris d'autres notes. A-t-elle signé quoi que ce soit qui vous engage financièrement dans cet arrangement? Des contrats avec la clinique ou avec sa sœur et son beau-frère? Pas à ma connaissance, mais honnêtement, à ce stade, je ne serais pas surpris qu'elle l'ait fait. Elle a accès à tous nos comptes, connaît tous mes mots de passe. Elle aurait pu signer quelque chose à mon nom et je ne le saurais pas avant qu'une facture n'arrive. Vous devez vérifier cela immédiatement. Si elle a falsifié des documents légaux, si elle vous a engagé financièrement dans cet arrangement à votre insu, c'est une tromperie grave qui pourrait jouer fortement en votre faveur dans une procédure de divorce. Vous pensez vraiment qu'on en arrivera au divorce? Maître Virginie Lambert a posé son stylo et m'a regardé directement. Monsieur Bertrand. Votre femme a pris une décision qui modifie fondamentalement la nature de votre mariage sans vous consulter. Elle refuse de reconsidérer la question malgré vos objections. Elle vous traite comme si votre opinion n'avait aucune importance.
En 20 ans de pratique du droit de la famille. J'ai déjà vu ce schéma. Le manque de respect, les décisions unilatérales, ça ne s'arrange pas, ça s'empire. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé à fouiller dans nos dossiers. Mathilde était chez Élodie pour une sorte de session de planification de l'arrangement, discutant des couleurs de la chambre d'enfant et des idées de fête de naissance, totalement ignorante de ce que j'allais découvrir. J'ai trouvé le contrat d'arrangement de gestation pour autrui dans le tiroir du bureau de Mathilde, enfoui sous de vieux relevés bancaires et dossiers médicaux. Le contrat était conclu avec une clinique de fertilité située à l'étranger. Je l'ai lu attentivement, devenant plus en colère à chaque page. La clinique exigeait que les deux conjoints consentent aux arrangements. C'était logique. Il ne voulait pas de complications juridiques si un mari s'y opposait après coup. Il y avait une page de signature à la fin où Mathilde et moi étions censés signer, reconnaissant que nous comprenions les risques médicaux, les responsabilités financières et les implications juridiques. La signature de Mathilde était là, avec son écriture bouclée. Et à côté, il y avait ma signature, une version de mon nom qui ressemblait assez pour passer un coup d'œil distrait, mais qui n'avait définitivement pas été écrite par moi. L'inclinaison était mauvaise. La boucle sur le J était à l'envers. De petits détails qui prouvaient que Mathilde avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Elle avait commis une tromperie. Une véritable tromperie. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, sous plusieurs angles, des clichés clairs des deux signatures, des photos du contrat entier, et je les ai envoyées par email à maître Virginie Lambert avec pour objet j'ai trouvé la preuve. Ensuite, j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Mathilde ne devait pas savoir que j'avais découvert ça tout de suite. Pas tant que ma stratégie juridique n'était pas en place. Maître Virginie Lambert m'a appelé le lendemain matin. C'est un cas d'école de tromperie. Elle a falsifié votre signature sur un contrat contraignant qui crée d'importantes obligations financières et juridiques, ce qui, combiné à son refus de vous consulter, à ses prises de décision unilatérales et à son rejet de vos inquiétudes, vous donne un dossier très solide. Qu'est-ce que je fais maintenant? Documentez tout. Chaque conversation que vous avez avec elle, enregistrez-la. Chaque dépense qu'elle engage en rapport avec cet arrangement, documentez-la. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque achat de médicaments. Chaque conversation avec la clinique. Tenez un journal détaillé. Plus vous aurez de preuves qu'elle a pris des décisions unilatérales et dépensé les fonds matrimoniaux sans autorisation, plus votre dossier sera solide. Mathilde a commencé à documenter chaque conversation, j'ai tenu un carnet où je notais les dates, les heures et les résumés de ce qui avait été discuté. J'ai commencé à vérifier quotidiennement nos relevés de carte de crédit, notant chaque débit lié au traitement de fertilité et aux médicaments. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur avec toutes les preuves. Le contrat falsifié, les dossiers financiers, les messages où Mathilde rejetait mes inquiétudes. Le transfert d'embryon a eu lieu le jeudi suivant, le 15 avril, exactement comme elle l'avait prévu. Mathilde est rentrée à la maison ce soir-là, rayonnante d'excitation, rebondissant presque en franchissant la porte. Elle avait pris sa journée pour la procédure et en avait passé la plus grande partie à la clinique avec Élodie et Sébastien. Elle a rassemblé les enfants dans le salon et a annoncé, d'une voix joyeuse, que l'enfant de tante Élodie allait grandir dans le ventre de maman pendant un moment. Notre petite Alice de 5 ans avait l'air confuse. Pourquoi? Parce que le ventre de tante Élodie ne fonctionne pas bien, alors maman l'aide. N'est-ce pas gentil? Oh, d'accord. Alice est retournée jouer avec ses cubes, se moquant du drame d'adulte qui se déroulait autour d'elle. Les enfants ont ce don. Ils peuvent traiter des informations bizarres et simplement continuer leur vie. Les jumeaux étaient trop jeunes pour comprendre quoi que ce soit, sauf que maman avait l'air heureuse. Alors, ils ont tapé dans leurs mains et sont retournés jouer avec leur camion. J'ai observé cette scène depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, ne ressentant absolument rien. Tout l'amour que j'avais eu pour Mathilde s'était évaporé au moment où j'avais trouvé cette fausse signature. Elle avait franchi une ligne si fondamentale qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle avait commis une tromperie, trahi ma confiance, et annonçait maintenant fièrement le résultat à nos enfants. 2 semaines plus tard, Mathilde a fait un test de grossesse. Positif, m'a-t-elle dit avec ce sourire plein d'espoir comme si j'étais censé célébrer. Nous étions dans la cuisine un samedi matin. Les enfants étaient dans le salon en train de regarder des dessins animés. Elle a sorti le test de grossesse de sa poche, un de ces tests numériques qui affichent littéralement enceinte sur l'écran,
et la brandit comme si elle avait gagné un prix. Ça a marché. Je suis enceinte. Tant mieux pour toi. Son sourire s'est effacé instantanément. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise, Mathilde? Félicitations pour avoir réussi à te faire féconder avec l'enfant de ton beau-frère après avoir falsifié ma signature sur des documents légaux. Son visage est devenu blanc, il a littéralement perdu toutes ses couleurs. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos, et lui ai montré la photo du contrat avec les fausses signatures côte à côte. Cette signature, celle que je n'ai pas écrite, celle qui m'engage légalement et financièrement dans un arrangement que je n'ai jamais accepté. C'est une tromperie, Mathilde. Une véritable tromperie. Julien, je peux t'expliquer. Ne te donne pas la peine. J'ai déjà parlé à mon avocate. Je demande le divorce. Elle a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour faire mal. Tu ne peux pas être sérieux, pour ça. Pour m'avoir systématiquement menti, avoir pris des décisions massives sans mon avis, avoir falsifié des documents légaux en mon nom et avoir commis une tromperie. Ouais, je suis sérieux. Mortellement sérieux. Mais je suis enceinte. Tu ne peux pas me quitter maintenant. Quel genre de personne quitte sa femme enceinte? Je me suis dégagé de son emprise. Pas mon enfant, pas mon problème. Tu as rendu ça très clair quand tu as décidé de l'avoir sans mon consentement. Elle s'est mise à pleurer. De gros sanglots dramatiques qui auraient probablement marché sur moi il y a un mois, mais maintenant, rien. Je me sentais juste vide en la regardant faire sa scène. S'il te plaît, Julien, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. D'accord. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû t'impliquer davantage. Mais je répare ça maintenant. Nous pouvons surmonter ça. Non, on ne peut pas. On ne répare pas la trahison et la tromperie en demandant pardon après l'avoir déjà fait. On répare ça en ne le faisant pas en premier lieu. Alors c'est tout. 6 ans de mariage, 3 enfants, et tu jettes tout ça par la fenêtre parce que j'aide ma sœur. Je jette ça par la fenêtre parce que tu m'as trahi. Parce que tu m'as montré que mon opinion, mon consentement, mes sentiments, rien de tout cela ne compte pour toi. Tu fais tout ce que tu veux et tu t'attends à ce que je l'accepte simplement. Elle a tendu la main vers moi à nouveau, mais j'ai reculé. Ne fais pas ça. C'est fini. Mathilde, déplace tes affaires dans la chambre d'amis. Je dépose la demande demain. Les 3 mois suivants ont été difficiles. Mathilde a emménagé dans la chambre d'amis, emportant ses affaires avec elle par étapes. La maison est devenue ce territoire étrange et divisé. J'avais la chambre principale et mon bureau. Elle avait la chambre d'amis et la salle de bain des enfants. Nous nous croisions dans les couloirs comme des étrangers, ne nous parlant que si c'était absolument nécessaire. J'ai déposé la requête en divorce le lundi matin. Maître Virginie Lambert a soumis les documents avec toutes les preuves que nous avions compilées, le contrat falsifié, les relevés financiers montrant les dépenses unilatérales de Mathilde, les conversations documentées où elle rejetait mes inquiétudes et refusait de reconsidérer sa décision. J'ai immédiatement séparé nos finances. J'ai appelé la banque et bloqué nos comptes joints. J'ai ouvert de nouveaux comptes chèques et d'épargne à mon nom seul. J'ai transféré tous mes salaires sur les nouveaux comptes. J'ai changé tous mes mots de passe sur chaque compte. Email, banque, assurance, service public, tout. J'ai pris de nouvelles cartes de crédit qui ne portaient que mon nom. Maître Virginie Lambert avait conseillé de prendre les devants sur le discours. Votre femme va jouer la victime. La femme enceinte abandonnée par un mari sans cœur. Vous devez tout documenter pour montrer la vraie histoire, à savoir qu'elle a détruit votre mariage par la trahison et la tromperie et que vous ne faites que vous protéger. Mathilde a tout de suite essayé de jouer la victime, elle a dit à sa famille que je l'abandonnais alors qu'elle était enceinte, omettant commodément la partie où elle était tombée enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre sans mon consentement et avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Élodie m'a appelé 2 jours après que j'ai déposé la demande, la voix aiguë de colère. Comment peux-tu faire ça à Mathilde? Elle porte mon enfant par amour. Elle sacrifie son corps pour aider sa sœur et tu demandes le divorce. Quel genre d'homme fait ça? Élodie, je suis sincèrement heureux que ta sœur t'aide. J'espère que vous aurez un enfant en bonne santé et que tout s'arrangera. Mais elle a détruit notre mariage pour le faire. Elle a pris des décisions qui ont mis fin à notre relation. C'est de sa faute,
pas de la mienne. Tu es sans cœur. Elle a besoin de soutien en ce moment. Le premier trimestre est le plus difficile, et tu lui fais subir ce stress. Sais-tu ce que le stress peut faire à une grossesse? Alors, toi et Sébastien pouvez la soutenir. Moi, j'ai fini. On essaie. Mais elle a besoin de son mari. Tu as prononcé des vœux, Julien. Pour le meilleur ou pour le pire, dans la maladie et dans la santé, ou bien cela ne signifie-t-il rien pour toi? Il signifiait tout. Jusqu'à ce qu'elle me montre qu'il ne signifiait rien pour elle. Demande à Mathilde de te parler de la fausse signature, un de ces jours. Demande-lui ce que c'est que de prendre des décisions de vie majeures sans son mari. Ensuite, demande-toi qui a rompu les vœux en premier. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Sébastien a essayé aussi, en se pointant chez moi un samedi après-midi quand j'avais les enfants. Il a frappé à la porte et j'ai répondu pour le trouver debout là, l'air mal à l'aise. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait clairement pas. Non, ce n'est pas nécessaire. Mathilde vit un enfer à cause de toi. Le stress, les hormones, essayez de trouver où elle va vivre. C'est trop. Le stress n'est pas bon pour l'enfant. Encore une fois, pas mon enfant, pas mon problème. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec. Tu vas vraiment laisser ta fierté détruire ta famille? Tes enfants ont besoin de leur mère et de leur père ensemble. Ma fierté? J'ai presque ri. Ta femme a demandé à la mienne d'avoir ton enfant? Mathilde a dit oui sans me demander. Ensuite, elle a falsifié ma signature sur des documents légaux pour que ça arrive. Mais bien sûr, appelons ça de la fierté. Elle n'a falsifié la signature que parce qu'elle savait que tu serais déraisonnable à ce sujet. Donc, la tromperie est justifiée tant que vous pensez que l'autre personne pourrait s'y opposer. C'est votre défense. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a fermée. Il s'est rendu compte à quel point son argument était stupide. Par lui, s'il te plaît. Elle s'effondre. Ce n'est plus mon problème. Toi et Élodie vouliez cet enfant. Vous l'avez eu. Félicitations. Il est parti sans un mot de plus, retournant à sa voiture les épaules voûtées. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, la réalité a commencé à s'imposer pour tout le monde. Mathilde était fauchée. Mon revenu avait financé environ 70% de son mode de vie, et elle ne pouvait pas se permettre de vivre avec un salaire d'assistante dentaire. Elle avait supposé que j'accepterais simplement la situation et que je continuerais à tout payer. Faux. Élodie et Sébastien n'étaient pas aussi stables financièrement qu'ils l'avaient prétendu non plus. Il s'est avéré que les années d'échecs de fécondation in vitro avaient complètement vidé leurs économies. Ils avaient plafonné leurs cartes de crédit, contracté des prêts auprès des parents de Sébastien, et gardaient à peine la tête hors de l'eau. Ils ne pouvaient pas se permettre de soutenir financièrement Mathilde pendant la grossesse. Mathilde a commencé à m'envoyer constamment des messages à partir de différents numéros, car j'avais bloqué son numéro principal. Peux-tu au moins m'aider avec les frais médicaux? Mon assurance ne couvre pas tout. Les enfants ont besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Peux-tu envoyer de l'argent? Je vis sur des cartes de crédit, Julien. S'il te plaît. Je n'ai pas les moyens de faire les courses. Les vitamines de grossesse sont chères. Peux-tu m'aider? J'ai répondu une fois. Tu as fait un choix. Fais face aux conséquences. Après ça, j'ai bloqué tous les numéros avec lesquels elle m'envoyait des messages et j'ai configuré une application de coparentalité que maître Virginie Lambert m'avait recommandée. L'application permettait de communiquer au sujet des enfants. Les emplois du temps, les rendez-vous médicaux, les trucs pour l'école, mais rien d'autre. Tout message concernant l'argent ou des problèmes personnels était ignoré. Mathieu est passé un soir pendant que je préparais le dernier des cartons avec les affaires restantes de Mathilde. Elle avait emmené la plupart de ses affaires chez sa mère, mais il restait encore des cartons de livres, de décorations et de divers gadgets de cuisine qu'elle n'avait pas encore pris le temps de récupérer. Comment tu tiens le coup? M'a-t-il demandé en attrapant un carton et en commençant à le remplir avec les coussins décoratifs dont Mathilde avait affirmé que nous avions absolument besoin pour le canapé. Mieux que ce que j'espérais. La maison est plus calme sans elle ici. Paisible. Tu as vu les enfants? Un week-end sur 2, selon l'accord de garde temporaire qui vient d'être approuvé. Ils s'adaptent. D'accord.
Alice a posé quelques questions, mais ils acceptent surtout que papa et maman vivent dans des endroits différents maintenant. Il a scotché un carton plein et en a pris un autre. Élodie et Sébastien jouent le rôle du soutien familial? D'après ce que j'entends dire par des rumeurs, ils s'en sortent à peine eux-mêmes. Il s'avère qu'avoir un enfant via un arrangement de gestation pour autrui coûte cher. Tous ces frais médicaux, les soins prénataux, la préparation à l'accouchement en soi, ça s'accumule vite. Qui l'eût cru? Donc Mathilde se retrouve avec toutes les factures. Ouais. Elle a fait un mauvais pari. Elle pensait que sa sœur et Sébastien s'occuperaient de tout. Que je finirais par changer d'avis et par être le bon mari. Elle s'est trompée sur les deux tableaux. Froid, peut-être. Mais elle a détruit notre mariage. Je l'avais prévenue que cela arriverait. Elle ne m'a pas cru. Maintenant, elle sait. La grossesse a continué. Mathilde m'a envoyé des photos d'échographie via l'application de coparentalité comme si ça m'intéressait. Je les ai supprimées sans les regarder. Elle a essayé de faire culpabiliser notre fille de 5 ans pendant les visites de garde. Papa, pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Maman pleure beaucoup. Je me suis mis à la hauteur d'Alice. Je me suis assuré d'avoir toute son attention. Parfois, les adultes font des choix qui changent les choses. Maman a fait un choix que je ne pouvais pas soutenir. Mais je t'aime toujours tellement, et ça ne changera jamais. Toi, Jules et Gabriel, vous êtes tout mon monde. Ça n'a rien à voir avec vous. Alice a semblé satisfaite de cette réponse et est retournée jouer avec ses poupées. Les enfants sont résilients, plus résilients que les adultes ne le pensent. À 6 mois de grossesse, Mathilde luttait visiblement. Je l'ai vue lors d'un échange de garde un dimanche soir, se garant au point de rencontre désigné, un parking d'un supermarché à mi-chemin entre nos maisons. Elle avait l'air épuisée, fauchée et désespérée. Élodie était avec elle sur le siège passager. Apparemment, elle avait emménagé avec Mathilde puisque ni l'une ni l'autre ne pouvait se permettre de payer un loyer séparément. Julien, a dit Mathilde pendant que je transférais les sacs de voyage des enfants de sa voiture à la mienne. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Nous pouvons parler via l'application pour ce qui concerne les enfants. Rien d'autre. Je t'en supplie. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant, mais je suis enceinte de 7 mois et je m'effondre. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Élodie est sortie de la voiture, se plaçant entre Mathilde et moi comme une sorte de barrière protectrice. Elle porte mon enfant. La moindre des choses serait de faire preuve d'un peu de compassion. Sais-tu à quel point la grossesse est difficile? Les nausées matinales, l'épuisement, les rendez-vous médicaux. La moindre des choses que je pourrais faire. J'ai presque ri de l'absurdité de la situation. J'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé. Je suis resté en dehors de ça. Vous vouliez que je disparaisse pour que Mathilde puisse se concentrer sur l'aide à apporter à sa sœur. Alors, je suis parti. Je me suis complètement retiré. Maintenant vous êtes surprise qu'il y ait des conséquences. Mathilde s'est mise à pleurer, s'appuyant contre sa voiture pour se soutenir. Je n'ai jamais voulu que tu partes. Je voulais juste aider ma sœur. Je pensais que tu comprendrais un jour. Je pensais que nous surmonterions ça ensemble. En me mentant, en falsifiant des documents, en tombant enceinte de l'enfant de son mari sans mon consentement. C'est ta version d'être ensemble. Le visage d'Élodie est devenu rouge de colère. Tu es cruel. Elle est enceinte de 7 mois, fauchée et terrifiée. Et tu te tiens là à agir comme si elle méritait ça. Elle mérite ça. Jusqu'au bout. Elle a fait des choix. Des choix d'adulte avec des conséquences d'adulte. Je l'avais prévenue que ça détruirait notre mariage. Elle l'a fait quand même. Maintenant, elle vit avec la réalité de ses choix. J'ai fini de charger les sacs des enfants dans ma voiture, j'ai aidé Alice et les jumeaux à s'installer dans leurs sièges auto. Mathilde pleurait toujours. Élodie me foudroyait toujours du regard comme si j'étais le méchant de cette histoire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant là dans le parking. La procédure de divorce a avancé régulièrement. Maître Virginie Lambert a présenté notre dossier avec une précision militaire. La chronologie de la décision de Mathilde, la fausse signature, les dépenses unilatérales des fonds matrimoniaux, le refus documenté de prendre en compte mes inquiétudes. L'avocat de Mathilde a joué à fond la carte de la sympathie.
La pauvre femme enceinte abandonnée par un mari cruel. Regardez comment elle lutte. Regardez à quel point il est sans cœur. Elle porte l'enfant de sa sœur par amour, et il la punit pour ça. La juge ne s'est pas laissée avoir. La juge Hélène Garnier avait la soixantaine, siégeait depuis 20 ans, et avait vu toutes les tactiques de divorce imaginables. Elle a examiné tous les documents soumis par maître Virginie Lambert, a écouté les deux avocats présenter leur dossier, et a posé des questions pointues qui ont mis l'avocat de Mathilde mal à l'aise. Madame Bertrand, a dit la juge Hélène Garnier en regardant directement Mathilde. Vous avez pris une décision unilatérale qui a fondamentalement altéré la nature de votre mariage. Est-ce exact? J'essayais d'aider ma sœur, a balbutié Mathilde. Elle essayait d'avoir un enfant depuis des années, et j'ai pensé que... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous oui ou non pris cette décision sans consulter votre mari? Oui, mais... Et avez-vous falsifié sa signature sur un contrat légal l'engageant financièrement dans cet arrangement? L'avocat de Mathilde est intervenu. Votre honneur, ma cliente était soumise à une détresse émotionnelle importante. Les problèmes d'infertilité de sa sœur avaient été. La détresse émotionnelle ne justifie pas la tromperie. La voix de la juge Hélène Garnier était tranchante. Madame Bertrand a commis une tromperie en falsifiant la signature de son mari. Elle a dépensé des fonds matrimoniaux sans autorisation. Elle a fait preuve d'un mépris total pour leur partenariat. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui agit de bonne foi. La décision de la juge a été exhaustive. Divorce accordé. J'ai obtenu la garde physique principale de nos 3 enfants, Mathilde obtenant des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle puisse prouver un logement et un revenu stable. Elle a été condamnée à rembourser les fonds matrimoniaux qu'elle avait dépensés pour les frais médicaux liés à l'arrangement, environ 8 000 € sur la base des relevés de carte de crédit que maître Virginie Lambert avait soumis. La juge a également précisé de manière explicite que je n'avais aucune obligation financière ou parentale concernant l'enfant de l'arrangement. Pas mon enfant, pas ma responsabilité. J'étais libre. Mathilde a accouché 3 semaines après que le divorce a été finalisé fin décembre. Une petite fille, 3 kg 200 grammes, en bonne santé et qui pleurait. Elle m'a envoyé une photo via l'application de coparentalité avec le message « Une magnifique petite fille. Élodie et Sébastien sont si heureux. Je pensais que tu voudrais savoir que tout s'est bien passé. » Je n'ai pas répondu. J'ai marqué le message comme lui et je l'ai archivé. J'ai entendu par la rumeur ce qui s'est passé ensuite. Mathilde a remis l'enfant comme prévu. Élodie et Sébastien ont ramené leur fille de l'hôpital à la maison. Et cela aurait dû être la fin heureuse que tout le monde voulait. La conclusion triomphale de ces années de lutte contre l'infertilité. Sauf que la réalité a frappé fort. Vite et brutalement. Les nouveau-nés coûtent cher, d'une manière à laquelle les gens ne pensent pas avant de le vivre. Les couches, le lait maternisé, les visites interminables chez le médecin, les vêtements qu'ils ne mettent plus au bout de quelques semaines. Élodie ne pouvait pas travailler à cause de complications postpartum. Une histoire d'hypertension artérielle et de repos au lit obligatoire. Les heures de Sébastien ont été réduites à son travail parce que son entreprise réduisait ses effectifs. Ils avaient utilisé absolument toutes leurs économies pour le processus d'arrangement, les frais médicaux, les frais de clinique, les dépenses liées à la grossesse de Mathilde, et n'avaient plus rien pour l'enfant en lui-même. Ils ont commencé à demander de l'aide à Mathilde. Du babysitting gratuit principalement, mais aussi de l'argent quand ils pouvaient l'en tirer. Mais Mathilde travaillait à temps plein maintenant, essayant de rembourser ses dettes, et ne pouvait pas tout laisser tomber pour être leur aide non rémunérée. Elle gardait à peine la tête hors de l'eau. Élodie a commencé à lui en vouloir. Tu as proposé d'être notre mère porteuse. Maintenant tu ne nous aides même pas à l'élever. Tu es sa tante biologique. Tu l'as porté pendant 9 mois. Comment peux-tu simplement t'en aller? J'ai porté ton enfant pendant 9 mois comme convenu. Je ne suis pas aussi ton service de garde d'enfants gratuit. J'ai mes propres enfants dont je dois m'occuper, des factures à payer, une vie à reconstruire. Leur relation s'est complètement fracturée. Les sœurs jumelles, qui avaient été inséparables toute leur vie, ne pouvaient soudain plus supporter d'être dans la même pièce. Élodie a accusé Mathilde de les avoir abandonnées après avoir obtenu ce qu'elle voulait. Bien que ce que Mathilde était censée avoir obtenu de l'accord soit resté flou. Sébastien a cessé de répondre aux appels de Mathilde. Pendant ce temps, Mathilde était toujours fauchée, luttait toujours,
vivait toujours avec sa mère dans une chambre d'amis avec nos enfants pendant les week-ends de visite. Le travail à temps partiel d'assistante dentaire ne couvrait pas ses factures. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Elle avait détruit son mariage, ruiné son crédit, éloigné sa sœur jumelle et traumatisé ses enfants. Tout cela pour un acte désintéressé qui avait rendu littéralement toutes les personnes impliquées malheureuses. Elle a essayé de me recontacter environ 6 mois après la naissance de l'enfant. J'ai reçu un long message décousu via l'application de coparentalité qui violait toutes les règles de la plateforme en n'ayant rien à voir avec les enfants. Julien, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas continuer à faire ça toute seule. Je croule sous les dettes. Ma relation avec Élodie est détruite. Les enfants me parlent de toi constamment. S'il te plaît. Pouvons-nous parler de réconciliation? Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'aurais dû gérer les choses différemment, mais je te le demande, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Nous étions bien ensemble. Nous pouvons être bien ensemble à nouveau. S'il te plaît. J'ai répondu une fois, en faisant court. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Nous avons fini. Concentre-toi sur le fait d'être une bonne mère pour nos enfants pendant ton temps de visite. Ne me contacte pour rien d'autre que les arrangements de garde. C'était tout. Le mot de la fin. Aucune place pour la négociation ou la discussion. Commentaire, chers amis, cette histoire m'a profondément touché et m'a amené à beaucoup réfléchir. Je crois sincèrement qu'apprendre à poser ses limites est l'un des plus beaux gestes d'amour envers soi-même. Notre estime personnelle doit toujours rester une priorité, même face à la pression des autres. La gentillesse est une qualité magnifique, mais elle ne doit jamais s'exercer au détriment de notre paix intérieure. Choisir la sérénité après une déception demande du courage, pourtant c'est souvent la meilleure voie. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre bien-être et celui de nos enfants. La guérison commence véritablement le jour où l'on décide de ne plus tolérer ceux qui nous blessent. Je vous encourage vivement à écouter votre intuition quand une situation ne vous semble pas juste. Vous méritez des relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Prenez soin de vous, fixez vos limites avec bienveillance et avancez vers une vie plus apaisée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.